Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver, chers amis. Merci infiniment encore une fois pour les partages, merci pour les abonnements et les partages aussi. Les partages, les pouces aussi et les commentaires. Merci encore une fois à toutes et à tous. Le juge Trelivic, juge antiterroriste, qui est aussi écrivain, 16 heures, romancier, eh bien en 2017 avait écrit un livre qui s'appelait Ahlam. Ahlam au sens du prénom de jeune fille, que veut dire Ahlam, et qui veut aussi dire le rêve. Alors, c'est un livre après ce qu'on a appelé les printemps arabes, les révolutions tunisiennes. Just Relivik a une passion apparemment pour la Tunisie. Il a écrit un livre où la scène se déroule en Tunisie, du côté des îles Kerkelen. Et là, il met en place une famille où les enfants sont très portés sur la culture, sur le savoir, sur l'ouverture. Et Just Relivik va installer son roman ou sa fiction dans cette Tunisie qui va connaître des heures difficiles avec la terreur qui s'y installe et joignant sa connaissance des dossiers liés au terrorisme et sa passion aussi pour les pays arabes et l'islam, apparemment, quand on lit ce livre, du moins, on sent une véritable passion pour le Maghreb de la part du juge Trelivic. Mais le juge Trelivic, c'est aussi un homme qui a son franc-parler et qui avait dit de l'ancien président l'Ostrogo Sarkozy, il avait appelé le multirécidiviste. Il semblerait que bien avant que les affaires effectivement écrasent le petit bonhomme Sarkozy, eh bien, il semblait que Trelivic, qui connaissait un peu les dossiers et les choses, avait-il déjà entendu parler en 2017, avant qu'elle ne soit médiatisée, l'affaire de la Libye, eh bien, il avait déjà taxé Sarkozy de multirécidiviste. Et effectivement, aujourd'hui, on est en plein dedans. Et c'est Fabrice Arfi de Mediapart qui, lui, va tailler un costard. Pas XXL, XS, XS, mais juste à la mesure de Sarkozy, puisque Fabrice Arfi est présent pour Mediapart et nous relate le procès concernant le financement occulte et illégal de la campagne de Sarkozy avec les 50 millions que la Libye lui aurait donné avec, vous connaissez tout ce qu'avait dit Ziad Takieddine au sujet des valises pleines de bifetons de 500 et de 200 ramenés de Libye. Et Ziad Takieddine, et les juges le disent actuellement au procès, que les bras droits, les très proches, les Dupont et Dupont de Sarkozy, à savoir Guéant et Hortefeux, souvenez-vous, Hortefeux, c'est celui qui disait quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a trois que ça crée problème, faisant allusion aux Maghrébins. Bien sûr, eh bien, ces deux hommes-là qui ont été directement en contact avec un homme très recherché, c'est Noussi, bras droit, vraiment très proche de Kadhafi et lui recherché pour, il est accusé de terrorisme, et ces deux hommes qui avaient juré ne l'avoir jamais vu, bien les preuves ont été apportées que ces deux hommes très proches de Sarkozy l'avaient bien rencontré et que des mallettes avaient été livrées par la suite par les porteurs de valoches, mais d'argent sale, évidemment. Alors Sarkozy, au tribunal, eh bien, il va littéralement lâcher ses deux bras droits, littéralement les lyncher publiquement. Ça fait pas beau, hein, tout ça, ça fait un peu racaille, tout ça, hein, de se balancer comme ça en plein tribunal. Et Sarkozy, Dixie, encore une fois, Fabrice Arfi dit que Sarkozy hurlait comme un veau, hurler au juge, je ne suis pas un malfaiteur, en hurlant, en gigotant, puisqu'il a un peu agité des épaules et du bocal, c'est le style ragada un peu Sarkozy, au niveau des épaules, et avec ses mouvements de tête vers l'avant comme un pivert. Bref, dans une très mauvaise posture, Sarkozy qui prenait de haut, hein, malgré son mètre 50, les juges, alors il leur criait qu'il n'était pas un malfaiteur. J'imagine que les jurés et le procureur devaient le regarder en se disant « Ouais, malfaiteur, faut voir ». Bref, Sarkozy, c'est toujours illustré pour effectivement montrer sa bonne face, pas le côté un peu voyou, pas le côté multirécidiviste dont parlait Just Relivik. Ça me rappelle les grandes heures de Sarkozy où il effectivement portait un costard trop grand pour lui à l'époque quand il était ministre de l'Intérieur chez Jacques Chirac et où il avait pondu une loi avec ses collègues, concernant les rapatriés, loi dans laquelle il était inscrit aussi l'aspect positif de la colonisation en Outre-mer et en Afrique du Nord. L'Algérie n'a fait qu'un bond en entendant ça. Vous connaissez ensuite ce qu'on est suivi, la réaction très dure du président Bouteflika qui avait dit si vous inscrivez cette loi en France, eh bien nous allons criminaliser
le colonialisme. Heureusement, le grand Chirac, dans sa grande ouverture, dans sa grande simplicité, mais aussi son sens de la bonne relation entre le partenariat Algérie-France, eh bien, a écrasé cette loi et a demandé à Sarkozy d'aller jouer aux billes avec ses petits copains. Merci en tout cas au grand Chirac. Et à cette époque-là, d'ailleurs, plus tard, d'ailleurs, Monsieur Sarkozy voudra aller en Algérie avec l'Oriental, vous savez, le chanteur, selon moi, complètement raté, qui est Enrico Macias, et que lui est considéré comme un terroriste en Algérie pour les crimes dont il est accusé autour de Constantine. Donc l'Algérie, du moins les membres du FLN, les anciens, ont dit pas question que ceux entre parenthèses, assassin d'Algérienne rentre en Algérie. Donc, bien Sarkozy n'a pas pris avec lui son chanteur de roucouleur de chansons orientales et depuis Sarkozy apparemment a gardé une rancune sur l'Algérie puisque tout récemment encore en 2023, alors est-ce qu'il a été en mission peut-être pour je ne sais qui dire et demander, recommander à Macron de ne pas lier de partenariat d'amitié avec l'Algérie alors qu'il ne représente plus rien. Si, aux yeux de la justice, il représente peut-être quelque chose encore, puisque la justice s'occupe de son cas, et je pense que la justice va passer Sarkozy et ses sbires par le Karcher de la justice. Attendons et voyons. Alors Sarkozy qui demandait à Macron de ne pas lier de traité d'amitié avec l'Algérie, ce qui est quand même assez bas de la part d'un ancien président, la preuve qu'il est un petit peu rancunier avec l'Algérie. En disant cela, alors on se dit, mais il était un petit peu en mission pour qui? Alors je ne sais pas, apparemment j'ai su qu'il s'était fait offrir un riad par le roi Mohamed VI. Alors est-ce que c'est une façon de faire un baise-main ou un baise-pied au roi en allant attaquer l'Algérie dans un contexte très houleux entre l'Algérie et le Maroc lié à quelques hectares de sable. Je ne sais pas si Sarkozy a à voir directement là-dedans, mais bon, on peut s'interroger. En parlant de Riyad, je me rappelle aussi ce qu'avait écrit Omar Brouksi. Omar Brouksi est un journaliste marocain qui a écrit que lorsque Bernard-Henri Lévy, encore un, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a trois, pour paraphraser Hortefeux, eh bien, lorsqu'il s'installe à Marrakech, dans un riad, eh bien, il croise souvent un Marocain barbu, qui habite aussi à Marrakech, et je ne sais quelle folie, quelle lubie, Bernard-Henri Lévy va se plaindre de ce monsieur en disant qu'il lui fait peur, il craint pour sa vie, enfin il craint. Là, je ne sais pas qui Bernard-Henri Lévy est allé voir, mais ce Marocain a dû déménager du coin où habitait Bernard-Henri Lévy. Bah, je me demande qui est Bernard-Henri Lévy pour pouvoir faire virer un Malarchi de sa ville ou de sa rue. Très inquiétant tout ça. Le même d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, qui a aussi une villa somptueuse aussi du côté de Tanger. D'ailleurs, sa villa, son riad s'appelle la Zahia. Zahia, le même nom, qu'avait la prostituée célèbre, de Paris. Voilà, vous avez entendu parler d'elle. Bref. Il a aussi donc une maison somptueuse, apparemment du côté Tanger, Tanger où il habite un coin somptueux face à Gibraltar. D'ailleurs, les Marocains qui habitent un peu en dessous, au-dessus, pas loin, ont été gênés parce qu'il a installé une espèce de paravent, une espèce de auvent très très grand pour cacher sa vie privée avec Ariel Dombal. Et ces Tangérois se sont plaints effectivement qu'ils n'avaient plus la vue qu'ils avaient sur l'océan comme auparavant, mais bon. Apparemment, je ne sais pas si Bernard Lévy est le vice-roi du Maroc, comme on a d'ailleurs taxé André Azoulay d'être le vice-roi du Maroc, mais à cet égard, je dirais que Bernard Lévy est un petit peu le roi du vice. Bref, affaire à suivre au sujet de tout cela, chers amis. Quand il achète cette ville-là, Bernard-Henri Lévy, eh bien, il fait des travaux, et il fait faire ses travaux par une designeuse très célèbre aux États-Unis qui s'appelle André Putman. Et malgré ses milliards, eh bien, c'est pas lui qui va payer ses travaux. Il va les faire payer par Arte. Par Arte, dont il est un des responsables de la télévision Arte. Eh bien, finement joué, un petit peu comme ça, Bernard-Henri Lévy va faire payer ses travaux de rénovation et le design de sa villa à Tanger par la télévision en disant écoute, en contrepartie, vous ferez des reportages sur le design, sur ma villa, et je ne vous les ferai pas payer, comme ça on sera quitte. Il y a le sens des affaires quand même, le Bernard-Henri Lévy. Dans le même temps, à l'époque, il avait aussi, un peu plus tard, il a une rencontre aussi avec la résistante algérienne Zohra Drif, qui l'aura recadré sur l'Algérie, lui rappelant qu'on ne donne pas de leçons d'histoire faussées et truquées
à une femme de la dimension et de la carrure de Zohra Darif. Là, on était en Algérie. Voilà, c'est quand même autre chose. Et un petit peu, c'est un peu comme quand Macron s'adresse à DJ Snake pour lui dire de retirer le post que DJ Snake avait posté, évidemment, pour soutenir les Palestiniens. Malgré le coup de fil du président, s'il vous plaît, bien DJ Snake ne va pas s'en laisser compter et dire au président, écoutez, c'est bien gentil, mais le poste va rester en place. Alors vous me direz, mais pourquoi je reviens un petit peu sur ces épiphénomènes, ces petits événements, et sur ces moustiques de la politique ou de la littérature ou de la philosophie? Eh bien, c'est parce que le contexte est un petit peu chaud, troublant, en ce moment très tendu entre l'Algérie et le Maroc, où, semble-t-il, et j'y reviendrai, les douanes françaises apparemment feraient ou font des misères aux voyageurs en provenance d'Algérie, du côté des douanes, etc. D'ailleurs, l'Algérie a rappelé l'ambassadeur français à Alger pour lui dire qu'il fallait un petit peu que ce tarabiscotage, ce harcèlement des voyageurs algériens, s'il est prouvé, il faudrait que ça cesse un peu. Tout ça n'est pas très sérieux, n'est pas très honorable pour la France de pratiquer ce genre de bassesse. Je dis ça, alors quand je parle de Sarkozy, de cette époque-là, des printemps arabes, je me souviens aussi que la France voulait exporter ce qu'elle avait de bien en matière de matraquage et de brutalité, puisque souvenez-vous qu'en 2011, lorsque les troubles se lèvent en Tunisie, eh bien Michel Alliot-Marie, qui était ministre de non pas de la culture, ça se saurait si on en avait un peu. Alors à droite, il faut la chercher, la culture. Hein. À gauche aussi, il faut la chercher. Bon, bref, Michel Alliot-Marie avait proposé d'ailleurs le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la matraque. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore eu les gilets jaunes, mais on a vu que Macron aussi en savait quelque chose en matière de maintien de l'ordre, puisque les gilets jaunes étaient là, et que c'est vrai que Michel Alliot-Marie, finalement, n'avait pas tort. Le sens du maintien de l'ordre, on connaît d'ailleurs les compagnies républicaines de sécurité, c'est d'elles dont il s'agit, avaient été inventées par François Mitterrand, qui les avait d'ailleurs bien utilisées pour protéger, pour dénoncer les manifestants qui parlaient d'indépendance de l'Algérie à l'époque, notamment en métro Charonne d'ailleurs, où Renaud, le chanteur, rappelle que ses parents y étaient, et que c'est par l'Algérie d'ailleurs que Renaud est entré en politique. Sa conscience politique à Renaud, raconte-t-il dans un livre, eh bien est venue par le soulèvement, par la militance de ses parents qui œuvraient pour l'indépendance de l'Algérie. Alors que tous ces entrefaits ne nuisent pas, je l'espère, au lien entre l'Algérie et la France, et que ces turpitudes des douanes françaises, alors il paraît que ça viendrait de l'intérieur. Rotaillot succède d'ailleurs à des ministères qui n'ont pas été très sympas d'ailleurs avec l'Algérie, témoin Monsieur Sarkozy, témoin aussi Darmanin, dont le grand-père d'ailleurs, qui était d'origine algérienne, était aussi auprès du général de Gaulle pour la libération de la France, mais il n'était pas le seul, puisque dès 1914, je vous le disais, 140 000 Algériens vont être sur les tranchées, dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale, chose qu'on ignore beaucoup. Bref, que ces frictions entre l'Algérie puissent cesser un peu, et que notamment les douanes cessent d'asticoter les Algériens. Je me rappelle ce que disait Bouteflika. Bouteflika disait que lorsque la décennie noire avait frappé l'Algérie, toutes les compagnies européennes avaient lâché l'Algérie, sauf Air Italia. Les Italiens avaient été persona grata, l'Algérie était persona grata aussi en Italie et réciproquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les importations et exportations entre l'Algérie et l'Italie ont toujours mené bon train, et elles continuent aujourd'hui. Alors, si la France pouvait aussi montrer patte blanche, un peu de douceur, un peu moins de brutalité, et que la France aussi ne se fasse pas dicter sa diplomatie par des pays extérieurs, je pense que les affaires iront mieux dans ce bas monde. Je vous remercie infiniment. Je reviendrai dans une autre vidéo, puisqu'il y a un autre Gugus qui a décidé d'attaquer l'Algérie, un certain Pierre Lelouch, sur lequel je reviendrai. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager. Merci infiniment.